Voilà, bonjour, je suis Philippe Leduc et j'anime le think tank Économie Santé depuis maintenant 13 ans, c'est la 13e année. Et cette année est un peu particulière parce qu'on n'a jamais autant travaillé. Ça a été quand même assez dur et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment content, 19 mars, d'être là et de se dire voilà nos travaux, voilà ce qu'on a fait, voilà on délivre enfin parce qu'on gardait ça pour nous et on est ravis vraiment de le partager. Je vais vous présenter rapidement notre démarche et nos principales conclusions. Et ensuite, nous aurons deux tables rondes. Une première table ronde au cours de laquelle des membres du think tank insisteront sur un point particulier qui leur paraît important sur ce domaine. Et puis une deuxième table ronde avec des personnalités clés du numérique en santé et qui tenteront ou qui répondront à la question comment accélérer l'introduction, le développement, l'utilisation de l'IA en santé. Et ensuite, nous aurons le temps de vous donner la parole pour un débat. Alors, je dois vous avouer d'entrée de jeu que quand on a décidé, chaque année, on décide d'un commun accord, d'une façon très consensuelle. On est 50 membres au sein du think tank. Et là, on a eu beaucoup d'assiduité. On est 30, 35 à chaque réunion, surtout en présentiel, un peu en distanciel. Et on se réunit une fois par mois, de 8h30 à 10h30, ici, dans les salles des échos. Et au début, donc, chaque fois, on se dit, bon, de quoi on va parler? Il y a toujours les sujets qui reviennent, la santé mentale, différentes choses comme ça. Et puis là, d'aucuns ont dit, pourquoi pas? On a fait beaucoup de thèmes déjà jusqu'à présent, tous les plus passionnants les uns que les autres, la pertinence, la prévention, une nouvelle méthode pour réformer le système de santé. Tout le monde s'inspire de nos travaux. D'ailleurs, je pense que maintenant, ça va finir par aller mieux. Et donc, quand on s'est dit, on devrait quand même parler d'IA en santé, parce qu'il y avait l'IA générative, tout le monde n'était pas d'accord. Il y a quelques voix qui disaient, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter d'original? Qu'est-ce qu'on va trouver comme ligne concrète et utile? Parce que l'idée dans ce think tank, c'est pas de faire un énième rapport, un énième avis, comme l'IGAS ou le Sénat, etc. C'est essayer de trouver un angle, un petit trou de souris dans lequel on peut travailler, apporter une contribution originale, utile, percutante, etc. Ça, c'est notre objectif, et qui sert vraiment à quelque chose. Alors pour l'IA en santé, c'était comment éviter les écueils que véhicule l'IA en santé, ne pas tomber dans les fantasmes de ceux qui considèrent que c'est la fin de l'humanité, la fin de la médecine humaine, ou à l'inverse, ceux pour qui c'est la panacée, que cela résoudra tous les problèmes du système de santé. On revient toujours à ça, là, les données de santé, on va prendre mes données de santé, on va les diffuser partout, elles sont déjà diffusées partout dans le dark web, paraît-il, donc on n'a plus beaucoup d'inquiétude en fait. Alors en fait, au fil de nos 8 réunions mensuelles aux échos, donc je le disais, de 8h30 à 10h30, en discutant avec des personnalités que nous avons invitées. Je remercie à nouveau parce qu'elles nous ont vraiment éclairé, comme disait quelqu'un ce matin. C'est vrai que les membres du think tank sur l'IA, on a beaucoup appris. L'IA en santé, on a beaucoup appris parce que c'est quelque chose qui, quand on a commencé il y a un an, c'était pas encore dans les limbes, on peut pas dire ça, mais bon, en un an, on a fait un progrès, nous en tout cas, on a fait un progrès formidable, et puis tout le monde commence à faire un progrès formidable. Et donc, au fil des réunions, surtout les premières, on a invité Antoine Tanière, on a invité Damien Verger de l'ACNAM, on a invité Emmanuel Bacry de l'ESDATOP, qui nous ont vraiment bien montré les enjeux. Donc, on a tous été convaincus que l'IA en santé était vraiment une formidable opportunité. Alors, une fois qu'on a compris ça, c'est la question qui était posée, c'est comment faire. Alors, on a mis en exergue de la reco la phrase suivante, qui donne un peu le ton. Si l'on s'y prend bien, tout est là, l'IA en santé permettra d'avoir une médecine plus précise et plus efficace, rien que moins que cela, hein, les errances diagnostiques, les difficultés thérapeutiques, etc. Une meilleure santé, des soignants heureux, parce que c'est quand même un sacré problème, et un renforcement de la souveraineté française et européenne. Vous voyez qu'on s'est dit, là, on met la barre haute, et on espère qu'on va y arriver. Et en fait, l'IA ne va pas à elle seule, bien évidemment, sauver le système de santé, mais peut y contribuer à certaines conditions. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA en santé, les avis et les réunions se multiplient, les rapports sur les données de santé sont passionnants. Celui commandé par les pouvoirs publics et aussi celui plus récent de l'Institut Montaigne ouvre des perspectives clés. Même l'Académie nationale, du haut de ses plus de 200 ans, a sorti un rapport sur l'IA en santé, système d'IA générative en santé, enjeux et perspectives. Sans oublier la semaine dernière le plan d'action de la Commission de l'intelligence artificielle réuni par le chef de l'État, carrément, qui a sorti juste avant nous pour nous mettre un peu en appétit.
son rapport pour porter le pays, j'ouvre les guillemets, à la pointe de l'IA et qui a proposé la semaine dernière donc 6 grandes lignes d'action. Alors il est assez général, mais c'est assez intéressant. Sensibilisation et formation, création d'un fonds de 10 milliards d'euros, valorisation de la puissance de calcul, facilitation de l'accès aux données, assurer le principe d'une exception IA dans la recherche publique. Rien que ça, c'est tout un domaine, promouvoir une gouvernance mondiale de l'IA. Donc on s'est dit, mon Dieu, ils ont tout dit. Bon, cela dit, la santé occupe 2 pages, et assez général d'ailleurs, 2 pages dans ce rapport qui en fait 130. Donc on s'est dit, ça ne va pas arriver trop tard. En fait, en réfléchissant un peu depuis un an, finalement, ce qui nous a paru le plus important, c'est peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs que pour le numérique en santé il y a 20 ou 30 ans, la dispersion, l'éparpillement, le rôle mal défini des pouvoirs publics, l'implication désordonnée des territoires, avec en particulier l'expérimentation hasardeuse de territoires sans numérique, on ne sait pas ce que ça a donné, le sous-investissement, l'insuffisance co-construction avec les soignants et les patients. Un thème qui est souvent revenu par rapport aux soignants, aux médecins et aux soignants en général, pas que ça alourdisse le travail. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que ça soit utile et que ça facilite le travail des soignants dans cette période de pénurie. Alors certes, les pouvoirs publics aujourd'hui ont bien conscience de tout cela. Ils ont bien enclenché depuis quelques années, mais de nombreux freins existent encore. Notre objectif, c'était donc de proposer une recommandation simple et opérationnelle qui dise franchement les choses. Alors, vous le verrez, je ne vais pas évidemment vous lire la reco, elle est énorme, elle n'a jamais été aussi grosse. Nous avons tout d'abord établi un constat et tenté d'écrire le paysage actuel. Les atouts potentiels de l'IA en santé et en médecine sont immenses. Le champ des possibles s'élargit chaque jour. Les dérives possibles sont réelles et il faut bien les avoir en tête. On en liste la plupart. Les écueils aussi. Il s'agit de savoir comment les contourner et finalement quels sont les leviers pour accélérer. Alors, nos principales conclusions, en résumé, c'est évidemment, on revient toujours à ça, mais c'est vrai, c'est gagner la confiance et on gagnera la confiance par 2 choses, par l'utilité concrète et la sécurité de l'IA en santé. La révolution qui arrive ne sera pas considéré comme un danger si les outils développés sont au service des patients et des soignants. Ça paraît altruiste, c'est une évidence, mais il ne faut pas le perdre de vue. Et porteur d'une éthique clairement exprimée et largement partagée, s'il renforce notre modèle social et s'il respecte les compétences humaines. Clarifier la gouvernance et réaffirmer la volonté politique. Là aussi, il y a beaucoup de boulot engagé. Alors voici les pistes qui nous paraissent les plus importantes. Fixer des priorités. Aujourd'hui, les CGE faisaient appel à l'IA en santé sont vastes et nombreux. Cette diversité et aussi, de fait, cette richesse risque de diluer les efforts et conduire à limiter des initiatives, un peu comme territoire numérique en santé, et donc les solutions. Les pouvoirs doivent déterminer quelques priorités qui bénéficieront des aides publiques. Standardiser le recueil, la structuration des données, alors là, tout le monde est d'accord. Tout le rapport commandé par les pouvoirs publics, le rapport de l'Institut Montaigne, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Alors ce qu'il faut, à notre sens, c'est en concertation et en accord avec les opérateurs, il faut établir des standards qui soient respectés par tout le monde. Il faut le faire rapidement et impérativement et qui doivent permettre d'utilisation le plus large possible des données de santé d'origine diverse. Alors on a un énorme sujet, Emmanuel, il y a un truc qui me gratte derrière. Emmanuel Macri nous en parlera du thème. Mais là, on est quand même, on a du travail à faire. Faciliter les accès de données et leur usage, là aussi tout le monde est d'accord. Dans le rapport pour le président de la République aussi, c'est un passage important. Un exemple de choses qu'on pourrait faire, qu'on détaille, on pourrait traiter la donnée de santé comme le prélèvement d'organes, pour cette peur de ma donnée de santé, on va me la prendre, on va la diffuser n'importe où. Pourquoi ne pas s'inspirer du droit au prélèvement d'organes, que nous détaillera David Gruson, qui est une mission d'intérêt général. Chacun peut refuser le prélèvement d'organes à condition de l'avoir signalé, sinon cela vaut consentement. Ce système pourrait prévaloir par principe pour les données de santé, même s'il existe dès aujourd'hui des exceptions. Voilà quelques exemples. Alors, là aussi, on va en parler avec Mme Bacry. Clarifier l'hébergement des données de santé du Système national des données de santé, SNDS,
du Health Data Hub, parce que d'un côté, il y a la CNAM qui a beaucoup de données qui se retrouvent au SNDS, et puis il y a tous les entrepôts des hôpitaux, toute la médecine générale, la médecine de soins primaires aussi se développe, et l'idée, c'est de relier les données administratives avec les données médicales. Aujourd'hui, c'est quasiment pas possible. Voilà, prendre à bras le corps l'interopérabilité des logiciels contenant et traitant des données de santé ainsi que leur portabilité. Ça, c'est un sujet qui n'est pas résolu. Il faut vraiment le faire. Ça peut se faire dans le cas du Ségur 2, paraît-il. Alors, stimuler l'écosystème, assouplir et déverrouiller, tout le monde est d'accord. Et par exemple, établir. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on voit à peu près à quoi ça correspond. Parce que l'IA en santé, maintenant, tout le monde fait un peu d'IA en santé. Et donc, l'idée, c'est de montrer ce qui marche. Établir une veille et une cartographie précise des outils d'IA. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Comme le fait d'ailleurs, c'est pas très connu, sur son site pour les hôpitaux, la NAP. Ils ont fait un truc, l'Agence nationale d'appui à la performance. Le titre n'est pas terrible, vous me direz NAP, qui montre les promoteurs et différents outils d'IA, c'est pas mal fait. Alors on avait l'idée, créer le top 10 des systèmes d'IA par catégorie d'usage. Alors établir un mode d'emploi de déploiement associé à un financement incitatif, parce que c'est par le financement qu'on pourra orienter là où ça peut paraître utile et éviter de garder de vieux systèmes qui sont plus très intéressants mais qui sont toujours remboursés. Évidemment, développer fortement les expérimentations. Le troisième des 5, c'est financer de manière importante et pérenne. Une fois qu'on a dit ça, on a tout lu. Il faut mettre de l'argent. Alors, la Commission pour le Président de la République a prévu 10 milliards. On peut peut-être en prendre un petit peu pour la santé. Mais comme tous les secteurs de l'activité veulent qu'on les aide, ça risque un peu difficile. Mais la santé, par rapport aux difficultés qu'on connaît aujourd'hui, ça mériterait quand même sacrément d'investir. Former dans l'interdisciplinarité et surtout renforcer l'esprit des critiques des soignants. Alors ça, on commencera par là, dans la première table ronde. L'esprit critique, c'est revenu très, très, très souvent parce que c'est toujours le débat. L'intelligence artificielle va me dire ce qu'il faut faire. Bon. Et puis pas utiliser l'intelligence artificielle, si elle fonctionne un peu pas bien, ça peut être mal vu au niveau responsabilité médicale. Attendez, vous aviez un outil formidable, vous ne l'avez pas utilisé, et puis vous êtes arrivé à un problème de responsabilité médicale, ça peut vous être reproché. Mais bien évidemment, c'est dans les études, alors je sais que les études, il y a à dire et à faire, on propose un débat sur les études en médecine, en particulier avec toutes les difficultés, l'AS, PAS, ECN, etc., où ça pétarade pas mal et ça marche pas très bien. Mais dans les études, c'est ce qui avait été fait déjà quand même. Mais c'est vraiment renforcer l'esprit critique, évidemment, pouvoir interpréter, comprendre le pourquoi, ce que propose l'intelligence artificielle et jamais se départir pour un soignant de son esprit critique. Cinquièmement, alors, donner du sens et de la visibilité à un devoir de vigilance. Alors on se dit que ce serait pas mal de créer un observatoire indépendant de l'IA du numérique en santé. Donc cet observatoire pourrait permettre de suivre et d'alerter sur les éventuels retards et les difficultés de tous ordres et aussi les dérives de l'IA en santé. Ce serait bien que quelqu'un se charge de ça. Il doit être évidemment indépendant et être à l'écoute de tous, non pas pour sanctionner ou stigmatiser, mais pour débusquer les freins et développer l'IA. À notre sens, il n'est pas besoin de créer une nouvelle entité ou une nouvelle couche administrative. Cet observatoire pourrait être managé par des institutions ou structures qui, au cours des récentes années, ont montré leur intérêt et pertinence sur ce domaine. Cet observatoire pourrait prendre la responsabilité, en plus de ses propres travaux, de rassembler les informations produites par les autres, de proposer en un seul lieu virtuel, évidemment, une vision cohérente de la diversité du paysage et de son évolution. Ce point est déterminant si on veut éviter l'éparpillement et la dilution. Et il élaborera des cartographies de bases de données existantes, des outils d'IA secteur par secteur. Alors, on a pensé à quelques organismes qui pourraient se charger de ce rôle d'observatoire. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Malheureusement, on a invité Cédric Villani, qui à l'époque était à l'OPESC, qui avait fait un travail, vous verrez dans la recours, on en prend des passages, un travail très très intéressant il y a 5 ans dans le cadre de l'OPESC. On avait invité le président et le vice-président à venir, malheureusement ils n'ont pas pu se libérer. Le comité consultatif national d'éthique a fait un travail intéressant aussi sur l'IA en santé et les données de santé. La chaire Sciences Po de santé qui a fait 2 documents passionnants sur l'IA en santé. La haute autorité de santé, qui, si on en croit le président, elle aurait envie ils ont deux services qui s'intéressent à l'IA et aux données de santé, mais je pense que le président, Lionel Collet, a l'intention de s'investir davantage. Donc, je pense que ça a une
un atout pour l'IA en santé, voilà. Et puis évidemment, il y a l'Agence de l'innovation en santé, l'AIS, comme l'Agence du numérique en santé, qui évidemment pourrait... Alors c'est des agences d'État, donc elles peuvent dire tout va bien, Madame la Marquise, mais c'est quand même, il faut un travail colossal, donc ça serait évidemment très important de les associer. Voilà, notre reco, c'est la 13e, n'a jamais été aussi riche, donc on est très fiers. Et elle est complétée par 13, ce qu'on appelle des recos spécifiques, c'est-à-dire des articles après la reco de membres du think tank qui ont voulu assister sur un point particulier et qui représentent en fait tout l'écosystème. Donc vous verrez, c'est assez riche. Ça montre bien toute la diversité, toutes les possibilités de l'IA en santé. Alors, certes, face à l'IA en santé, il faut faire preuve d'humilité, car le terrain n'est absolument pas stabilisé. Et pour conclure cette introduction en forme d'interrogation, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article dans le quotidien médecin qui a repris une étude de Google, mi-janvier, et qui dit que le système d'IA récemment mis au point et spécialisé dans le recueil des antécédents et l'évaluation diagnostique, donc le recueil de Google, est meilleur que le médecin, carrément. Diagnostic plus précis et plus complet. L'IA aussi serait plus empathique. Bon, alors, plus poli. Bon, ça se passe aux États-Unis, hein, ça se passe pas en France. Plus à l'écoute et plus pédagogique. Voilà, donc finalement, voilà, je suis dans les temps à peu près, oui. Finalement, ce qui nous apparaît assez passionnant dans l'IA en santé, c'est que c'est l'occasion de revisiter tous les segments du système de santé. Le système de santé, on le sait, il ne va pas bien et on n'arrive pas à le réformer, alors qu'on sait ce qu'il faut faire, plus de coordination, plus de responsabilisation, des services à l'hôpital, etc. Bon. Mais il n'y a pas de levier. Donc on se dit, c'est de revisiter l'ensemble du système de santé avec l'idée que l'IA en santé peut apporter quelque chose pour ce qui ne marche pas, donc par une meilleure connaissance avec les données de santé, une puissance et une rapidité de calcul sans pareil, et donc une aide au diagnostic et au traitement, un pilotage plus fin, etc., etc. Donc on est vraiment le sentiment qu'on est à l'an 1 de l'IA en santé, ça a une base de travail qui nous paraissait intéressante, et voilà. Et maintenant on va approfondir avec la première table ronde, et je vais demander donc à Erden Aydin de venir ici. Eden Aydin, alors on va commencer par les jeunes, parce qu'après tout, c'est eux qui vont l'utiliser. Nous, on l'utilisera peut-être comme passion, d'ailleurs. Vice-président numérique en santé de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, qui s'est bien impliqué dans toute cette réflexion toute cette année. Guillaume Bailly, qui est président de l'intersyndicat des internes en médecine, qui est cardiologue, nul n'est parfait. Daniel Benabouzi, qui est sociologue titulaire de la chaire santé de Sciences Po. Laurence Comte-Arassus, directrice générale France Benelux, Belux et Afrique francophone, J-Healthcare. Et David Gruson, fondateur d'Ethique IA, qui là aussi nous a bien aidé. Alors, on a Antoine Ténière qui est là, et on le remercie vivement une nouvelle fois, qui veut participer à la deuxième table ronde, mais il doit partir à 10h, il y a quelques petits impératifs d'horaire pour certains. Donc, ce que je propose, voilà, c'est bien, on est dans les temps, c'est de commencer par Eden Aydin et Guillaume Bailly. Donc, la première table ronde, c'est que des membres du think tank disent bon, David, il n'a pas assisté vraiment à toutes les réunions, mais il connaît. Mais quand il est venu, il nous a vraiment inspiré, comme on dit. Et donc, voilà. Et donc, on va commencer par les deux. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est des membres du système un peu dire comment ils ont vécu, qu'est-ce qui leur a paru important, sur quoi il faut agir. Le point de vue de l'intérieur, je dirais. Puis après, on aura un point de vue de l'extérieur, même si on a demandé à Elisabeth Hubert, étant à l'intérieur, de participer de l'extérieur. Mais enfin, elle est ubique, potente, donc ça marchera. Alors, je donne la parole d'abord à Eden Aydin et ensuite Guillaume Bailly. Ensuite, Antoine Ténière viendra à la tribune et nous dira un peu comment il voit ce problème d'IA santé par rapport à notre recours. Est-ce qu'on a c'est des plans sur la comète et que vous découpez des pets dans l'eau? Qu'est-ce qui lui paraît important donc, pour accélérer? Et puis après, on passera aux différentes interventions. Donc l'idée, c'est une petite intervention assez courte, et puis après l'intervention d'Antoine, de faire un petit débat entre vous sur ce sujet qui est quand même aussi passionnant qu'important. Alors, le plus jeune. Bonjour à toutes et à tous. Comme il m'a présenté, donc je m'appelle Erdem Aydin et je suis vice-président numérique en santé de l'ANEP. L'ANEP qui est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France et qui nous permet aujourd'hui de représenter donc l'ensemble des étudiants en pharmacie.
Donc effectivement, on a travaillé sur cette recommandation liée en santé, et moi j'aimerais appuyer sur un point particulier qui me concerne aujourd'hui en tant qu'étudiant, c'est la formation initiale. Donc la formation initiale, par où commencer? Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, si je devais vous parler comme tel, on se sent un peu perdu, tout d'abord. Il faudrait quand même mettre en avant ce constat. On se sent un peu perdu parce que des solutions dites en santé, il en existe déjà. Il en existe déjà énormément sur le marché, et on nous demande aujourd'hui, en tant qu'étudiant, de pouvoir, par la suite, en tant que futur professionnel de santé, d'utiliser toutes ces solutions et de les utiliser à bon escient. De base, ça devrait être une tâche qui ne devrait pas être très difficile. Néanmoins, la formation est aujourd'hui à de gros manquements à ce niveau-là. Évidemment, c'est quelque chose qui va être pallié par la suite. On le sait, à partir de septembre 2024, de nombreuses formations numériques en santé vont être intégrées dans cette formation initiale. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant ? La formation initiale, elle est composée donc de plusieurs années pour chaque discipline en santé. Et je viens de le dire tout de suite, il y a plusieurs disciplines en santé. Est-ce qu'un étudiant en pharmacie va avoir la même formation qu'un étudiant en médecine, qu'un étudiant en sciences infirmières, qu'un étudiant en kiné ? Je ne sais pas. Toutefois, il faut se poser la question. Aujourd'hui, le numérique en santé, c'est une discipline qui est interprofessionnelle. C'est une discipline qui regroupe toutes nos professions et qui nous permet de travailler ensemble. Alors, l'essentiel dans ce sens-là, si on continue comme ça, c'est de former dans cette interdisciplinarité, de former comme des professionnels qui vont par la suite travailler ensemble. La notion très importante à prendre en compte, c'est que pour arriver à cela, c'est que les corps pédagogiques doivent se saisir de cette question. Et c'est déjà une notion qui n'est pas beaucoup appliquée pour toute notre formation en global. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qu'on défend en tant qu'étudiant, qu'on défend avec toutes les fédérations étudiantes aujourd'hui, puisque essentiel pour notre futur travail. Et on pense donc que c'est par évidemment cela qu'on pourra bien mieux exercer et bien mieux soigner le patient par la suite. Donc l'IA en santé, comme mentionné dans la reco, la première partie du titre, évidemment c'est dans l'interprofessionnalité qu'on la défend et qu'on la souhaite. La deuxième partie qui est essentielle, c'est de renforcer l'esprit critique. Renforcer l'esprit critique, ça vient d'un point qui peut paraître anodin, mais aujourd'hui il est déjà plus question de se demander pourquoi former à l'IA. Il est question de se demander comment former à l'IA et comment mieux former. Notamment parce que aujourd'hui, on constate qu'on est déjà en retard en soi. L'IA en santé, comme je l'ai dit, il y a déjà énormément de solutions sur le marché. Il y a énormément de solutions qui demandent une expertise du soignant. Et on en vient aujourd'hui à une autre étape de cette mise sur le marché, c'est que les patients eux-mêmes sont en capacité d'utiliser des solutions d'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'aujourd'hui, un patient, alors si je parle pour nous, étudiants en pharmacie, un patient qui arriverait en officine peut nous poser des questions sur une intelligence artificielle. Pourquoi renforcer l'esprit critique ? Parce qu'aujourd'hui, un patient qui nous pose une question sur l'intelligence artificielle, on est censé pouvoir lui répondre et pouvoir lui apporter une parole d'expert. Une réponse qui pourrait lui convenir, qui pourrait l'orienter au mieux dans son soin. Donc, il n'est plus question de on utilise l'intelligence artificielle, on l'utilise bêtement et on ne se pose pas vraiment de questions par la suite. Il faut vraiment aller plus loin et il faut permettre donc à n'importe quel soignant aujourd'hui de pouvoir orienter un patient qui viendrait et de pouvoir l'orienter donc de la bonne façon évidemment. Et ça, donc, j'imagine que ça vaut aussi pour un peu toutes les professions en santé. Et enfin, donc, ces patients, je l'ai noté, moi, dans ma contribution spécifique, il me semble aussi essentiel de les intégrer dans la formation. Au même titre qu'il est tout aussi essentiel donc, de former dans l'interprofessionnalité. Les patients, c'est quelque chose qu'on néglige énormément aujourd'hui dans la formation en santé. Récemment, la DGOS, il me semble, s'est aussi saisie un peu de cette question. Mais ça reste un point essentiel, je pense, encore à aborder et qui est beaucoup trop négligé. Alors, juste à la faculté aujourd'hui, est-ce que vous avez des formations sur l'interdisciplinarité, sur l'esprit critique, sur l'IA, sur comment apprécier, comme vous disiez, si un patient vous demande un jour, est-ce que ça existe ou pas du tout ? Alors, du coup, très concrètement, aujourd'hui, il y a quelques facultés. Si je parle pour notre cas en pharmacie, puisque c'est celui que je connais le mieux, il y a quelques facultés qui ont des cours de numérique en santé. Ces quelques facultés, c'est pas du tout la majorité. En fait, à partir de septembre 2024, il y a un référentiel de compétences qui est sorti maintenant en 2022, le 10 novembre 2022, dans le journal officiel, qui va obliger, entre guillemets, les facultés à appliquer un référentiel pour septembre 2024. Ce référentiel, il a 5 parties. Et dans ces 5 parties, alors il n'y a pas l'intelligence artificielle en tant que telle, mais il y a les données de santé, les outils technologiques, la communication en santé, la télésanté, etc.
Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, maintenant, l'étape d'après, et qui est nécessaire, ce serait d'aller bien plus loin dans l'expertise et dans l'intelligence artificielle, notamment dans les enseignements de spécialité. Parce que cette première partie, elle est commune à toutes les filières en santé, et c'est ça qui, selon nous, permettrait donc de favoriser l'interprofessionnalité. Encore faut-il que les enseignements soient réalisés dans ce sens-là. D'accord. Guillaume Bailly, est-ce que c'est le même sentiment qu'Edern sur la formation? Vous nous parlez de formation ou d'autres choses? Alors, je n'avais pas de formation d'esprit critique. Je pense qu'il a introduit beaucoup d'éléments très intéressants. Alors moi, je suis cardiologue. Donc par définition, la cardiologie, c'est une spécialité qui est médicale, mais qui est aussi interventionnelle. Donc on est amené à avoir des gestes qui sont par définition invasifs, donc avec un impact sur le patient. D'où l'intérêt de bien comprendre comment ces outils vont impacter notre quotidien. Alors ce qui est super intéressant, et tu l'as dit, la formation. On va commencer par le commencement. Comment apprend-on la maîtrise de ces outils? Par la formation continue, mais l'IA évoluant à vitesse grand V, il faut derrière continuer, entretenir le spectre de la formation, puisque si on ne maîtrise pas cet outil, j'aime à le comparer à une espèce de tsunami qui nous arrive dessus. Si on a la bonne planche de surf, on arrivera à le surfer. En revanche, si ce n'est pas le cas, on risque de se prendre de plein fait. J'aime bien les métaphores, ça permet de poser les bases et de bien faire comprendre les choses. L'esprit critique, c'est hyper important d'être très critique vis-à-vis de ces nouveaux outils. Je vous prends un exemple très concret d'une garde un jour en USIC, en soins intensifs de cardiologie, où, devant un malade un petit peu compliqué, j'ai interrogé ChatGPT avec mon chef. Et ChatGPT nous a donné la référence d'un New England Journal of Medicine, la référence, qui n'existait pas, sur une maladie qui était très compliquée. Donc ça implique quoi? Ça implique que l'outil qu'on utilise, oui certes c'est un outil numérique, mais il faut garder ce contrôle humain. Ce contrôle humain est très important, il est dit dans la reco. C'est un outil qui fait appel à la coopération entre l'homme et la machine. Et c'est primordial, puisque ça nous permet de non seulement challenger les résultats, c'est-à-dire de les remettre en cause, mais pourquoi pas de ne pas les utiliser quand on considère et quand on a le recul nécessaire pour se dire ce résultat n'est pas bon et va peut-être même aller en défaveur de mon patient. C'est hyper important, puisque le jour où je suis en soins intensifs de cardiologie, le jour où j'ai développé cette dépendance vis-à-vis de la machine, et que cette machine devient défaillante, moi je suis perdu. Je ne sais plus poser mon diagnostic, je ne sais plus agir. L'IA ne viendra pas en remplacement de l'esprit humain, l'IA viendra en complément. Et c'est un élément qui est primordial, d'où le développement de l'esprit critique. Savoir remettre en cause ces résultats, c'est des fondamentaux qu'on utilise en sciences quotidiennement. Le fameux evidence-based medicine, pour l'IA, c'est pareil. Donc c'est hyper important de bien savoir comment et pourquoi on utilise l'IA. Demain, si vous allez en Normandie, vous allez voir une autre métaphore. Vous allez prendre des autoroutes, des accélérateurs finalement. Mais vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez à Rouen par exemple. L'IA c'est pareil. Il faut que la formation revienne à ses fondamentaux. Mon IA, je vais lui dire de prendre cette direction, mais avant de prendre cette direction, je vais avoir fait mon examen clinique, mon interrogatoire, autant d'éléments qui vont faire que mon IA, je vais l'orienter dans la bonne direction. L'IA ne sera pas le médecin de demain. L'IA ne sera pas l'infirmière de demain. L'IA ne sera pas le pharmacien de demain. L'intelligence artificielle sera ce complément utile qui sera là pour remplacer du coup peut-être ce petit moment de doute ou ce petit moment de solitude qu'on a en garde quand on est tout seul à prendre un diagnostic. On a un soutien pour nous aider, un soutien. En tout cas, à l'heure actuelle. Un dernier élément qui est à mon sens fondamental, c'est la sécurité. On apprend beaucoup à travers la formation, soit directement dans des amphithéâtres avec le fameux cours magistral que vous avez tous suivi quand vous étiez plus jeune, vous êtes toujours jeune, je vous rassure. Mais pour des spécialités un peu plus invasives, comme la chirurgie ou comme la cardiologie, on est amené à apprendre parfois directement sur le patient. Et il y a un adage en médecine, jamais la première fois sur le patient. Et donc ce qui est une piste de réflexion primordiale dans à la fois la sécurisation des soins, puis la pertinence, etc., c'est justement la mise en place de l'IA à travers des outils de stimulation, comme on utilise déjà dans certaines structures comme Illumens, qui permettent justement de se familiariser en toute sécurité avec l'IA. Donc l'esprit critique avant tout, et pour revenir au commencement, non, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore mis le paquet sur la formation des internes et des externes, mais je pense qu'il est bon
de faire les choses aussi à son rythme, une fois qu'on est prêt, qu'on maîtrise ces outils pour pouvoir les déployer et déployer la toute puissance potentielle de ces outils-là. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez quoi comme formation sur l'IA, sur le numérique, est-ce qu'elle existe, elle n'existe pas? Est-ce que c'est comme pour les pharmaciens, c'est en septembre, ça va commencer dans certaines facs? Est-ce que vous sentez que ça va bien se passer ou qu'il y a quand même un manque important? Alors, pour l'instant, je vais un petit peu ironiser, mais pour l'instant, la seule utilisation de l'IA qu'on a, c'est attention, n'utilisez pas ChatGPT pour faire vos thèses, parce qu'il y aura du plagiat et on va vous retrouver. Je caricature volontairement, mais en tout cas, sachez que c'est une réflexion qui envahit à la fois la recherche scientifique française et à la fois du coup la formation et les thèses. Mais à l'heure actuelle, moi en tout cas, en tant qu'interne, je n'ai pas eu d'atelier intelligence artificielle. J'ai dû aller chercher de manière volontaire à la fois dans ce think tank, mais aussi dans quelques ateliers qui étaient plus organisés par des structures privées ou autres, une formation à l'IA. La faculté ne m'a pas encore dispensé non seulement de règles éthiques, déontologiques, de l'utilisation de ces outils-là. Voilà. La réponse est claire. Alors, on fait une interruption. Antoine Ténière va venir en avant dans la première table ronde, alors qu'il était inscrit à la deuxième. Donc, vous allez rester debout. Vous allez vous être là, voilà. Alors, Antoine Ténière, tout le monde le connaît. C'est le patron du temple de l'intelligence artificielle, le patron de Paris Santé Campus, donc, qui nous a très rapidement bien aidé dans cette recommandation. Alors, par rapport à la recommandation, ce qu'il en est sorti, voilà, on vous écoute. Merci beaucoup Philippe. D'abord, toutes mes excuses d'avoir hacké cette table ronde merci Philippe d'avoir ajusté ces éléments. Je suis désolé parce qu'effectivement j'ai quelques contraintes horaires. D'abord, je voudrais vous remercier parce que j'étais très heureux d'être venu à votre rencontre et à votre invitation pour échanger sur quelques enjeux et réflexions autour du développement de l'intelligence artificielle. Et je vois que la réflexion que vous avez nourrie est très riche. Elle converge et Philippe, tu l'as dit dans ton introduction, avec beaucoup de travaux récents, à la fois le rapport du président, commandé par le président de la République, l'Académie de médecine, des analyses qu'on voit également à l'étranger. Et donc, j'ai l'impression, une fois qu'on a dépassé le fantasme de la perte de contrôle, de la perte de monopole et des risques associés qui sont bien présents, qu'il y a beaucoup d'éléments communs aujourd'hui qui sont compris sur ces enjeux de l'intelligence artificielle. Alors la particularité, c'est que finalement l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, les concepts ont émergé dans les années 50, mais il y a eu un énorme coup d'accélération récent, à la fois dans ce qu'on avait avant l'émergence de l'IA générative, qui est la partie visible pour le grand public, notamment sur toute la partie analyse d'images, analyse de bases de données, et c'est ce qui a fait émerger un certain nombre de travaux dont on dispose aujourd'hui pour commencer à comparer des performances dont certains se sont saisis pour dire il y a un match entre l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle, alors que la réalité, c'est quelle est la meilleure performance dans la combinaison et l'ajustement justement de ces deux approches, comme on l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'autres technologies à mon sens. Donc la réflexion, elle converge. On voit que c'est extrêmement important d'expliquer. Il y a eu un emballement très fort, on l'a vu à la fois dans les enjeux médiatiques, dans les enjeux sociétaux, dans les enjeux économiques, dans les enjeux scientifiques, dans les enjeux souverains depuis l'émergence de l'IA générative. Et donc ça amène des modifications très fortes dans beaucoup de domaines, en France évidemment, en Europe et puis dans beaucoup d'autres pays, avec la vision très claire d'un enjeu de leadership très important qui dépasse largement les questions de santé, évidemment. Et donc, clairement, la France et l'Europe veulent se positionner là-dessus. L'Europe est le premier continent à avoir posé des cadres de régulation avec l'IA Act. C'est un acte très fort et très important. Certains le voient comme un potentiel frein. Moi, je le vois vraiment comme la volonté d'arriver à urbaniser, entre guillemets, un système qui est nouveau et lui donner des cadres pour guider justement la réflexion, qui est finalement le sens d'une partie de ce que vous avez écrit, donner du sens à ce qu'on veut développer avec l'IA, et puis se donner une méthodologie aussi extrêmement importante, parce qu'une fois qu'on a constaté que toutes les réflexions convergent, la réponse maintenant, elle est dans l'action. Elle est dans l'action avec une spécificité, à mon avis, qui est très actuelle sur ce sujet-là, c'est quand on regarde la courbe d'évolution de l'innovation au sens large, qui est tenue notamment par le numérique. J'avais d'ailleurs expliqué ici les enjeux de la loi de Moore et de son impact dans l'évolution des technologies. On voit qu'on est dans une accélération très forte.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut courir derrière la machine. Ça veut dire qu'il faut être capable de réfléchir, d'intégrer et de transformer ces innovations en usage rapidement, mais c'est une vraie contrainte pour nos systèmes. Et je crois que les 2 premières interventions l'ont bien montré, c'est-à-dire comment est-ce que dans un système où on va définir des programmes d'enseignement, on va les tester, les mettre en place à l'échelle d'un pays, on est capable de s'ajuster de façon agile pour intégrer des nouvelles technologies, non pas en 5 ans ou en 6 ans, mais en 1 ou 2 ans. Et c'est la même logique dans les systèmes de soins. Comment est-ce qu'on va changer nos standards? Comment est-ce qu'on va sécuriser nos usages avec ces nouvelles approches? Comment est-ce qu'on va diffuser de l'innovation? Et on voit en fait qu'avec le temps, si on prend l'émergence de nouvelles approches, de nouvelles technologies, il y a 20 ans, il y a 10 ans et puis aujourd'hui, le temps nécessaire pour les tester et pour les intégrer se raccourcit. Et donc le challenge qu'on a devant nous, c'est justement d'arriver à continuer à réduire ce temps. En ce sens, les recommandations que vous faites, elles sont extrêmement importantes. Former est absolument essentiel quand on veut intégrer des nouvelles organisations, des nouveaux usages. Définir une gouvernance pour arriver à ajuster et se donner une vraie feuille de route. Et je pense que l'élément qui est important aujourd'hui, c'est ça. Des réflexions effectivement qui permettent d'arriver à clarifier la compréhension, les objectifs et puis la façon d'y aller, c'est important. Et on est vraiment maintenant dans l'action. Et donc avoir une feuille de route clarifiée et partagée avec tout le monde, ça me paraît essentiel, notamment si on veut aller sur la réflexion suivante, qui est comment est-ce qu'on va mobiliser des leviers de financement. Je crois que là aussi, dans le rapport qui a été rendu au président de la République la semaine dernière et dans les différentes actions qu'on voit du gouvernement aujourd'hui, il y a une volonté très forte d'arriver à mobiliser des leviers de financement, en ayant compris que c'est un enjeu d'investissement et derrière un enjeu de souveraineté pour le pays. Pour autant, il faut avoir des propositions tout à fait concrètes et efficaces qu'on va pouvoir financer. La formation, on en a parlé et je suis évidemment très sensible aux enjeux d'interdisciplinarité qui sont approchés, et l'initiative que j'ai le plaisir de diriger à travers Paris Santé Campus est à mon avis un bon exemple de la façon dont on peut agréger des compétences au-delà des compétences évidemment de soins qui sont essentielles ou de recherche, mais des compétences d'ingénierie, des compétences de mathématiques, des compétences d'algorithmique qui vont être des enjeux essentiels, mais aussi, et je pense que Daniel le dira très bien, des compétences de sciences humaines et sociales qui sont là aussi indispensables pour comprendre l'impact et l'appropriation de ces usages dans notre société. Au-delà de ça, vous l'avez redit dans votre analyse également, on a besoin de 3 choses pour développer de l'IA de façon tout à fait pratique. On a besoin de données. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va encore plus fluidifier le partage et l'échange de données, dans quel cadre et avec quel objectif. Mais c'est un élément absolument incontournable. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a. La nouvelle qu'il faut qu'on arrive à faire avancer, c'est qu'on a encore aujourd'hui du mal à y accéder ou à les partager. Et beaucoup d'entre vous dans cette salle, je sais, sont mobilisés sur ces sujets-là. Le deuxième élément, c'est qu'il nous faut des algorithmes. Et donc là, c'est l'expertise dont on parlait tout à l'heure. Qui va développer ces algorithmes? Comment est-ce qu'on va les penser? Donc la collaboration entre des problématiques d'un côté, système de santé, que ce soit soins, recherche, industrie, développement, etc. Et puis des gens qui vont écrire ces algorithmes et les tester. Et en sachant qu'un algorithme qui est développé aux États-Unis sur une population spécifique n'est pas forcément valable en Europe ou en Afrique, compte tenu des populations ou des données sur lesquelles on va travailler. Donc on aura de toute façon besoin de ces éléments-là et on ne doit pas attendre que d'autres développent ces outils-là à partir de données qui ne seront pas les nôtres. Et puis le troisième élément qui est aussi repris dans le rapport qui a été remis au président de la République, c'est la puissance de calcul. Donc on a quelques bons exemples aujourd'hui, mais là aussi c'est un élément absolument essentiel. Alors c'est moins directement chez les acteurs de santé, mais néanmoins c'est quand même un élément d'environnement extrêmement important. Et je le dis parce que quand on va vouloir développer des programmes de recherche autour de la santé, autour de l'intelligence artificielle, il va falloir s'intéresser justement à ces capacités de calcul et donc accéder à ces outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation des données. Le futur, je le vois, moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais avec un certain réalisme. Il y a un enjeu très très fort à ce que notre pays, à travers l'Union européenne, se positionne. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance ou une volonté très importante d'arriver à attirer des acteurs majeurs de la santé. Pendant longtemps, moi j'ai grandi avec certains qui se lamentaient de dire on n'arrive pas à garder nos cerveaux en France, ils partent tous, etc. Ce que je vois là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est
non seulement la capacité d'en garder certains, mais surtout d'en faire revenir d'autres. Je voudrais saluer l'initiative qui a été mise en place par Xavier Niel et Rodolphe Saadé avec QTI, qui est une initiative parmi d'autres, mais le gouvernement, notamment à travers l'Agence d'innovation en santé, investit massivement sur ces sujets, alors pas aujourd'hui directement sur l'intelligence artificielle, mais sur les données de santé, avec des stratégies, avec de la volonté, des politiques publiques et des financements dédiés. Et donc tout ça, ce sont des signes très très importants justement de la volonté d'arriver à préserver les compétences, à renforcer la formation des futures compétences qui sont nécessaires et attirer des acteurs étrangers. Vous l'avez vu avec la localisation d'un labo spécifique Google à Paris. Vous le verrez d'ici la fin de l'année avec un sommet mondial sur l'IA qui va tout à fait en lien avec la recommandation d'une gouvernance ajustée sur le plan mondial justement sur ces questions d'intelligence artificielle. Donc on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de forces et c'est à nous vraiment de nous en saisir et d'en faire quelque chose. Et puis dernier point, moi je suis convaincu que dans les grands domaines d'application, la santé va être un des domaines qui aura le plus de sens. Évidemment parce qu'elle amène un bénéfice direct pour chacun et un bénéfice sociétal, avec la possibilité, dans une vision un peu provocative, de voir la santé se transformer encore plus, si je puis dire, d'une discipline artisanale vers une discipline ultra précise. L'invasion ou l'utilisation de la science a déjà fait énormément de progrès et je pense qu'avec ces approches algorithmiques et d'intelligence artificielle, on va passer dans une nouvelle ère justement dans la façon dont on soigne au quotidien et une nouvelle vision pour nos sociétés. Merci. Merci beaucoup. On peut vous applaudir d'ailleurs parce que il pourrait en parler pendant des heures et des heures. Heureusement qu'il doit partir à 10 heures. Alors, Laurence Contarasus, alors vous êtes industriel de l'étape, je dirais. Donc c'est une problématique particulière. Vous avez fait une contribution spécifique dans la reco qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas dire tout va bien, Madame la Marquise. Elle montre bien tous les enjeux évidemment importants, mais la manière de procéder pour avancer le plus vite possible. On vous écoute. Alors moi déjà, je voudrais revenir sur un sujet qui va étonner personne dans la salle, c'est sur la confiance, pour pouvoir faire ça. Parce qu'on a parlé de sujets, je pense, hyper intéressants dans les 3 sujets qui ont été abordés, à commencer par la formation. Il faut quand même rappeler que tous les industriels qui créent quand même beaucoup d'intelligence artificielle, qui sont présents déjà dans quasiment tous les équipements qui sont utilisés dans tous les centres, ne sont pas présents dans la formation. Et c'est pour ça que ça m'a semblé un sujet indispensable, parce qu'on a clairement une problématique de confiance, tant, j'allais dire, dans le corps médical au sens large, que dans les patients, mais aussi dans l'écosystème. Donc, la confiance, elle ne se décrète pas. Mais si on veut arriver à tous ces sujets passionnants que l'on vient de discuter, donc l'accélération de l'intelligence artificielle, du numérique, des données, pour pouvoir aider la transformation de notre système de santé, parce que Philippe, tu as très bien décrit tout le travail que l'on a fait. Ça fait 13 ans, alors moi, ça fait pas tout à fait 13 ans que je suis là, mais ça fait un certain nombre d'années. Notre objectif, c'est clairement comment est-ce qu'on peut aider cette transformation nécessaire, en fait, de notre système de santé. Et je pense qu'on est tous convaincus que le numérique, et ça a été évoqué, la gestion des données, elle est absolument indispensable, mais tout le monde aimerait bien garder ces données, personne n'aimerait les partager si c'était possible. Ce n'est pas comme ça que l'on va pouvoir s'en sortir, donc on a besoin de confiance. On a besoin de confiance aussi à peut-être changer les choses telles qu'on les fait maintenant. Est-ce qu'on va continuer à former tous ces étudiants sans inclure les industriels, alors que ce sont déjà, je veux dire, nous, et là je vais aussi utiliser ma casquette de présidente du SNITEM, qui ont la capacité de construire ces outils. Et pourquoi ? On a aussi parlé des usages. Je pense que l'usage doit vraiment rester l'objectif premier de pourquoi, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Je crois que ça vous en avez parlé. On essaie d'aider dans le diagnostic et on n'essaie pas de remplacer. Et pour ça, là, on a vraiment besoin de confiance, puisqu'on a besoin, et de conscience d'ailleurs, et d'éthique. David reviendra dessus, parce que pas de confiance sans éthique, ça c'est aussi quelque chose dont je suis absolument convaincue. Parce que le diagnostic, on a
de plus en plus de diagnostics, évidemment, à faire. Et on doit convaincre les médecins d'utiliser cette intelligence artificielle. On doit former, en effet, les étudiants. Et j'allais dire, attention, alors on a repris l'idée du surf, je crois qu'on a pris l'idée de l'avion. Il y a le train, il ne faudrait pas que le train passe devant nous. Donc je pense que c'est vraiment maintenant. Il faut se rappeler quand même que dans la population actuellement, 78% de notre population a peur que ces données soient utilisées à usage commercial. Bon, ça ne gêne personne de mettre toutes ces données sur Facebook, mais on a quand même peur que ce soit utilisé. Donc il y a un besoin de confiance pour que ces données elles soient utilisées à titre individuel, à titre collectif. Et rappeler aussi un autre pourcentage que j'aime bien parce que ça marque les esprits, que dans l'équipement, par exemple, il y a 97% des données qui ne sont pas utilisées. Dans un monde où on parle beaucoup de données, on est très fiers de la façon dont on les organise en France. Enfin, globalement, c'est quand même, si me permettez-moi l'expression, presque un gros souk, et pas, pour ne pas utiliser un autre gros mot, de comment sont structurées nos données dans notre pays. Donc Cédric Villani avait, j'allais dire, réussi à faire qu'on puisse parler justement de la donnée. Je pense que maintenant, il faut se dire, on a un état de fait de comment elle est structurée, comment on la structure différemment et comment est-ce qu'on l'utilise. L'autre point aussi que j'avais vraiment envie de mettre en avant, donc comme tu l'as dit, en tant que General Electric Healthcare, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on fabrique de l'intelligence artificielle, puisque en fait, quelque part, General Electric Healthcare, c'est souvent connu pour ses équipements, mais on est une fabrique de l'IA, et ça c'est une réalité, c'est pas un mythe, et comme je le disais, c'est présent dans l'ensemble des outils que vont utiliser un radiologue, que c'est présent dans l'IRM, c'est présent dans le PET scan. Il y a des outils qui vont permettre le diagnostic. On va même travailler sur la prévention. Et on explique, en fait, alors c'est un 4 mains cet article, là aussi je voudrais revenir dessus, parce que c'est un 4 mains féminin. Dans beaucoup, alors là, bon, je suis le seul élément féminin sur la table, donc quasiment tout ce qu'on peut faire sur l'intelligence artificielle, on ne voit quasiment que des data scientists hommes, mais non, on a des femmes. Et Antoine Tenière parlait de attention où est-ce qu'on les fabrique. Et ben, par exemple, chez nous, toute cette intelligence artificielle, elle va être faite à Buc, en France. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on est en France qu'on doit utiliser que de la donnée française. On doit utiliser de la donnée structurée et on doit être capable de répondre à l'ensemble en fait des problématiques que l'on va créer. Donc, quand on réfléchit, quand un data scientist réfléchit à un algorithme, c'est quoi l'objectif ? Comment est-ce qu'on va le faire ? Comment est-ce qu'on contrôle ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Et comment aussi on va être capable d'expliquer aux médecins en fait comment il a été fait pour qu'il y ait cette confiance. Alors, il faut l'utiliser, il faut pouvoir l'expliquer à l'ensemble des médecins pour qu'ils puissent aussi rassurer les patients, en fait, puisqu'il y a vraiment la confiance dans l'ensemble de l'écosystème. Mais je pense, si on revient à notre premier point, il faut aussi qu'on soit à capacité à revenir, à mon avis, au niveau des études. Je pense que je bouclerai comme ça, ce qui n'était pas prévu, mais je pense que vu l'angle qu'avait pris la décision, l'industriel, c'est un acteur de santé. On doit remettre de la confiance dans le corps médical chez les patients. On doit remettre aussi de la confiance dans l'ensemble de l'écosystème si on veut vraiment gagner cette bataille. Mais alors, comment vous arrivez à expliquer ce qu'il y a dans vos appareils au niveau intelligence artificielle? Alors, c'est une sorte de boîte noire. Comment arriver à expliquer que alors, c'est sûrement très bien, mais c'est compliqué. Tant aux patients qu'aux soignants. Alors, non, parce qu'il y a un processus, bien évidemment. Donc, on va être capable de l'expliquer. Et je pense que c'est vraiment une phase absolument indispensable. À ce jour, quand on passe à un IRM, personne ne se pose la question si l'algorithme qu'on utilise, il est bon ou il n'est pas bon. Et il faut surtout être en capacité de ce qu'il fait pour, je crois que vous l'avez dit, si jamais il y a une erreur, de pouvoir reconnaître cette erreur. Et pourquoi, en fait, il y a une erreur. Ça peut arriver. Dans 99% des cas, ça va être bon. Mais s'il y en a une, il faut qu'il y ait cet état d'esprit, en fait, qui permet de dire « Ah, là, attention, peut-être que dans 99% des cas, ça a été bon, mais là, c'est pas bon. » Donc non, ça peut s'expliquer. Il faut l'expliquer. Il faut qu'on travaille dessus. D'accord. Alors, deux interventions ensuite capitales. Daniel Benamouzig et David Guezon qui commencent. Alors, Daniel Benamouzig, tout le monde le connaît, il est sociologue, voilà, donc il va nous dire ce qui
il a participé d'une façon très assidue aux réunions. Et puis David, éthique IA. Alors justement, on va voir ce qu'il va nous dire sur l'ARCO. On lui dit surtout, tu ne nous parles pas d'éthique. Non, il nous parlera d'éthique parce que c'est fondamental, mais il ne faut pas que l'éthique soit l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et il nous avait expliqué qu'il y a plein de moyens justement pour développer l'IA. Enfin, j'en ai cité quelques-uns, mais c'est comment faire en sorte que l'IA ne reste pas une nébuleuse et qu'on avance. Daniel. Merci beaucoup. Alors, comme on ne s'est pas tellement coordonné dans la préparation de cette table ronde, c'était le but, pour être tout à fait clair, donc j'étais tout à fait d'accord. J'allais presque dire ce que Laurence a formulé à l'instant. J'aimerais y revenir peut-être sans doute même de manière un petit peu différente. Cet exercice qu'on a fait collectivement, en étant là ou pas, en n'étant pas là toutes les séances, effectivement, c'est un exercice où on partait avec une certaine forme d'ignorance, de naïveté parfois sur ces questions-là. Et puis on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on a beaucoup écouté un certain nombre d'experts. Et le résultat, c'est cette recommandation. Et on pourrait dire elle est un peu extérieure peut-être par rapport à ceux qui sont directement dans l'algorithme, dans la structuration des données, dans les investissements pour avoir des infrastructures qui permettent l'ensemble, enfin ceux qui sont vraiment en quelque sorte dans l'IA. On a l'air un peu d'être des observateurs d'une certaine manière, j'allais dire des amateurs. En fait, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait partie déjà de cet écosystème de l'IA en tant qu'acteur plus ou moins proche, plus ou moins extérieur, et on est la condition de possibilité, d'une certaine manière, de la confiance dont parlait Laurence, qui est un élément clé pour en réalité faire fonctionner tout ce système. Quand on regarde les choses avec un œil un peu sociologique, si je puis dire, on a toute une tradition de sociologie des techniques, des technologies, de la manière dont les techniques s'agencent ou pas avec des systèmes humains, économiques, sociaux, et on distingue justement très souvent cette dimension du système technique et du système social et du couplage qui se fait ou qui ne se fait pas. Il ne se fait pas toujours très bien et parfois on patine pendant assez longtemps parce que ce couplage n'est pas fait. Et la confiance, c'est le lieu précisément de ce couplage entre la dimension collective, technique et humaine qui peut s'agencer autour d'une nouvelle technologie. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la recommandation telle qu'elle a été formulée, Philippe a joué comme d'habitude un rôle clé dans la rédaction de ces propositions et de ces formulations, c'est vraiment l'insistance sur ce point de la confiance et en prenant le parti pris d'asseoir la confiance sur des choses concrètes, sur des usages concrets, qui est effectivement l'élément majeur. Et on a eu l'occasion d'en visiter, d'en explorer, de s'en faire expliquer un certain nombre au fur et à mesure des discussions. Donc ça, c'est un point qui me paraît extrêmement marquant. La confiance, c'est aussi, et c'est quelque part d'autres points de la recommandation, c'est un cadre lisible. On parlera sans doute du cadre juridique, du cadre éthique un petit peu plus général. Mais ça a été dit aussi sur le cadre institutionnel. Si on n'a pas confiance dans les institutions, en fait, on n'a pas confiance non plus dans les technologies. On n'a pas non plus confiance dans les usages qui peuvent être faits de ces technologies. Et ça suppose qu'il y ait une forme de lisibilité de ces institutions qui sont en charge, en responsabilité pour quelque part encadrer le déploiement, y compris à l'échelle nationale, pas uniquement à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale de ces éléments-là. Et je crois qu'on n'est pas encore au bout du chemin. On garde encore une certaine complexité, certains ajouts à la recommandation prônent une forme d'unité de ces éléments-là. Je ne sais pas si c'est l'unité qu'il faut faire prévaloir, mais en tout cas, une forme de lisibilité est indispensable et on n'y est sans doute pas encore tout à fait. Et puis évidemment, les professionnels sont les éléments clés de la construction de cette confiance. C'est eux qui vont d'une certaine manière la porter. Et si eux-mêmes ont des doutes qui apparaissent, ne sont pas complètement en confiance sur leurs usages, ça va être plus difficile pour la population, pour les patients, pour les citoyens, pour les usagers qui souhaitent simplement s'informer, d'être pleinement en confiance. Et on voit que ça percute à la fois, j'allais dire, le cerveau des professionnels dans leur formation, on l'illustrait, à travers vos expériences, à travers une forme de renouvellement de la sémiologie, de la manière dont on décrypte un certain nombre d'informations par rapport à un cas clinique, mais aussi par rapport à des choses qui sont moins traditionnelles, qui sont plus nouvelles, de formes de travail collectif, de travail en coordination ou dans des structures plus larges, etc., qui sont capables d'acquérir, d'industrialiser, de partager ces intelligences artificielles. Donc voilà tout un vecteur, toute une série de vecteurs de construction de la confiance.
et qui ne seront pas simplement, comment dirais-je, la cerise sur le gâteau ou le supplément d'âme de cette technologie. Elles auront à répondre à des défis, et la recommandation y fait référence aussi de manière tout à fait sérieuse, qui se posent déjà et qui vont continuer de se poser d'une manière vraiment importante. On l'a mentionné, ça fait quelques lignes dans la recommandation, mais c'est un point clé sur l'électronisme. Le fait qu'on a toute une partie de la population qui n'est pas à bord et qui ne va pas être à bord tout de suite. Et ça se compte en millions de personnes. Et c'est aussi là que peuvent se nourrir des formes de défiance, des formes de mise en cause, qui peuvent avoir des effets ravageurs si ils s'assoient sur des mauvaises expériences ou sur des expériences qui sont parfois à dessein, y compris entretenues par certains acteurs pour nourrir cette défiance. On est dans un contexte où on parle de souveraineté, où on parle de contextes qui sont un peu difficiles. Et donc, d'une certaine manière, il y a des défis qui sont de cet ordre-là, qui suppose d'anticiper probablement à un moment donné, comme on l'a sur le médicament, comme on l'a eu sur un certain nombre d'éléments dans le domaine de la santé, on risque d'avoir des crises de l'intelligence artificielle, on risque d'avoir des malfaçons, on risque d'avoir des problèmes de responsabilité qui vont être engagés. Comment est-ce qu'on anticipe ces difficultés-là? Qui sera en charge de restaurer à un moment donné cette confiance, cette responsabilité qui probablement va trouver des manières d'être endommagée, y compris peut-être de manière malveillante. On parle aussi de cybersécurité quand dans la recommandation, c'est un élément extrêmement important. Donc il faudra mettre en regard ces éléments de construction de la confiance dans un paysage qui n'est pas idyllique, dans un paysage où il y a des éléments sérieux qui peuvent miner cette confiance et de manière continue qu'il va falloir surveiller. Et je m'arrêterai là, ça donne d'autant plus d'importance au dernier point de la recommandation, qui est d'avoir une capacité de mise en perspective, d'observation de ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais surtout de la manière dont l'intelligence artificielle rencontre des pratiques collectives, humaines, professionnelles, des enjeux économiques plus larges, avec un certain degré de confiance, c'est-à-dire d'indépendance. C'est dit aussi explicitement dans la recommandation, une forme d'impartialité sur les jugements qui sont portés. Philippe, tu as eu la gentillesse de mentionner la chaire santé comme un des lieux où on pouvait travailler, parmi d'autres, à cette question de l'observation. Mais je crois que c'est un élément clé de la construction de cette trajectoire, d'autant qu'il faudra observer l'intelligence artificielle non seulement à travers ses usages, à travers ses acteurs, à travers ses enjeux économiques, ses enjeux éthiques, mais aussi à travers les transformations très complexes du reste des pratiques de santé, du reste des organisations de santé, sur lesquelles on n'a quand même pas toujours une très grande aisance à comprendre ni la cinétique, ni les dynamiques, ni les moments de construction et de reconstruction d'un certain nombre d'éléments. Tout ça, ça reste encore très largement à déchiffrer en dynamique. Et donc cet observatoire, là encore, c'est pas une manière de rajouter un cinquième recommandation parce qu'on ne savait pas comment finir la recommandation. Je crois que c'est un élément clé de notre intelligence collective pour garder une capacité de réflexivité sur l'ensemble de ces transformations dont on a souligné dans la reco et dans les échanges qu'on a déjà eus le caractère vraiment décisif en termes de passage presque d'un paradigme à un autre, comme on dit souvent. Merci Daniel. David, c'est celui qui connaît le mieux l'intelligence artificielle dans le monde. Alors, attends, David, sur la garantie humaine, l'éthique, enfin là, c'est... Bon, alors on a parlé beaucoup de confiance, beaucoup d'éthique, ouais. Donc voilà, mais on t'écoute. Donc merci Philippe d'avoir souligné ma participation qualitative aux travaux du think tank. Donc effectivement, je ne parlerai pas tellement d'éthique, juste pour souligner que cette recommandation, c'est un document vraiment opérationnel et clair, qui est un peu le pendant du travail qu'on avait fait sous ton égide, Daniel, sur la partie politique publique pour la chaire santé. Là, on est sur les leviers, comment on y va. Et donc, et pour y aller, et pour soutenir un développement durable de l'IA, il y a ce que vous avez dit, Erdem et Guillaume, un besoin de formation initiale, continue. Et on voit sur le terrain que les choses bougent. Je vous invite à lire aussi la contribution de Jean-Paul Ortiz dans le document sur la transformation du regard des professionnels. Ce que vous expliquez est le reflet de ce qui se passe dans le réel. Et c'est un réel très, très concret. D'ailleurs, faisons un sondage. Qui dans la salle a déjà utilisé ChatGPT? Levez la main. Vous voyez, c'est l'outil qui, dans l'histoire de l'informatique, se diffuse le plus rapidement. Et David, non, mais tu as mal posé la question. Qui n'a pas utilisé ChatGPT?
Ah, une personne. Voilà. Et donc, en fait, à travers cet objet, ouais, à travers cet exemple, ça permet de voir à la fois l'effet majeur d'accélération avec l'IA générative, ce que ça provoque aussi sur le terrain. On était hier avec Judith Mel, qui est là-bas au fond de la salle, qui a écrit aussi la partie garantie humaine de l'IA en Aveyron. Vous avez des systèmes d'IA qui se diffusent très concrètement, traumato, mammo, aide au contourage des rayons en radiothérapie. La diffusion de l'IA générative, je regarde François Blanchecotte en biologie, a aussi généré un effet de déverrouillage des esprits sur l'accès à ces objets. Donc c'est plutôt un mouvement à initier. Et pour le soutenir opérationnellement, donc, il y a l'enjeu majeur de l'accès aux données de santé dans des cadres de confiance. Je pense qu'Emmanuel Bacry le redira côté Elsdatom. On formule des recommandations en mettant en exergue l'écart avec le statut des prélèvements d'organes sur ce sujet. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir du moment où on est dans un cadre de confiance réputé acquis, l'accès à ces données de santé, sauf opposition des personnes. Qu'est-ce que c'est un cadre de confiance? Comment on le pose? C'est ça l'enjeu clé, mais vous voyez bien l'espace-temps dans lequel on est. Si on ne développe pas, et là la contribution de Laurence et de son équipe est tout à fait majeure, parce que c'est une contribution d'industriels, de présidente aussi du SNITEM, montrant que cet enjeu de confiance, il est dans le cœur du réacteur, la régulation positive, et l'adoption du règlement européen sur l'IA cette année est dans ce sillage. Il faut voir ce règlement qui incorpore la notion de garantie humaine de l'IA que l'on a travaillé depuis un certain nombre d'années et pour lequel vous avez une contribution un peu plus précise dans la reco, ne traduit pas un état de surrégulation en Europe, puisque Joe Biden a publié le 30 octobre un executive order sur la sécurité de l'IA qui reprend ses idées de contrôle humain et qui est au moins aussi contraignant que l'AI Act. Et donc en fait, se saisir en anticipation de cette régulation pour créer des écosystèmes de confiance, avant l'entrée en vigueur du texte, dans 1 an pour l'IA générative, dans 2 ans pour tous les systèmes d'IA en santé, c'est une question clé. Et pour s'en saisir et soutenir l'innovation, il y a une contribution aussi dans la reco à voir, qui est celle de Christian Anastasie sur la normalisation, avec un premier travail que l'on a attaqué, auquel le SNITEM a participé, qui est la production d'une proto-norme AFNOR sur la supervision humaine de l'IA, qui fait l'acquis de méthode. Et c'est cette bataille-là de la normalisation qu'il faut mener et réussir. Et évidemment, la question, vous n'évitez pas la question du financement, et qui est tout à fait majeure, et qui est un sujet qu'on avait déjà vu un peu côté cher, Daniel, mais avec des composantes sans doute différentes. Soutien à l'effort d'innovation, de recherche, de soutien à l'innovation thérapeutique, c'est majeur. Investir dans l'IA de santé publique. Et là, on va toucher à des questions que le think tank a déjà vues. Par exemple, si on généralise l'IA d'interprétation des mammographies, il y aura un effet sur la prévention du cancer du sein. Ce sont des effets un peu de long terme qu'il faut observer. Et vous avez des systèmes pour lesquels le retour sur investissement va être beaucoup plus direct, qui ne nécessiteront pas d'apport de financement public initial et qui appelleront sans doute à des mécanismes de tarifaires, par exemple, du type de ce qu'on a fait en son temps pour la chirurgie ambulatoire, où on va utiliser l'échelle tarifaire pour soutenir le process innovant et progressivement désinciter le process sans IA. Et là, par exemple, dans le domaine de la radiothérapie, où on a une forfaitisation qui a été mise en place et où l'IA de contourage des rayons devient standard, ça peut tout à fait s'y appliquer. Et donc, du coup, on a un enjeu de politique publique, au fond, à construire. Et cette recommandation en donne le coup d'envoi. Donc, il faut espérer maintenant que le message sera reçu par les pouvoirs publics, tout en gardant, ça j'insiste sur ce point-là, l'esprit dans lequel on voit qu'il y a une certaine forme de société civile de l'IA en santé qui s'est constituée, que vous avez su fédérer ici. Et il faut garder cet esprit d'initiative pour ne pas retourner dans le travers un peu trop français de la surréglementation. Mais néanmoins, il y a besoin d'une impulsion et il faut appeler de nos voeux la mise en œuvre de ces recours. Et je vous prie de m'excuser de devoir vous quitter en cours de session. Mais non, cette année, Philippe, en brièveté, ça va. J'ai quand même lu, t'as vu? J'ai quand même lu. Merci. Non, on a fini la table. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, non, sur un point particulier? Non. Alors, on va passer. Maintenant, ça tombe bien, on est pile poil dans le temps. Merci. T'as vu? Merci. On peut vous applaudir d'ailleurs parce qu'on y voit plus clair. Merci à toutes et à tous.